En fait, l'idée, c'est que c'est un thriller fétichiste qui s'articule autour d'un groupe de femmes. Donc d'abord une femme hongkongaise qui est une mécène des arts et qui s'occupe d'une troupe d'opéra cantonais, mais qui parallèlement s'adonne à des perversions très spéciales avec son jeune disciple. Et cette femme, en fait, a un but, là, c'est de retrouver un objet sacré chinois qui est censé avoir disparu depuis des années. Et elle croise la route donc d'une Française qui, elle, est une sorte de Vieux-Joncourt en rupture de ban, là, qui a été trahie par son mec. Le but n'était pas d'utiliser formellement les codes, mais par contre de se remettre dans les contraintes techniques du cinéma de cette époque, tout simplement, enfin parce que c'est les mêmes que les nôtres, ces contraintes budgétaires, et c'est les mêmes, on a disons les mêmes atouts ou les mêmes armes pour faire face à ces contraintes, c'est-à-dire un très bon chef-op, une bonne direction artistique, quelques idées un petit peu perverses et des belles actrices. Donc c'est vrai que c'était les éléments moteurs du giallo. Donc on reprend un petit peu les mêmes éléments et du cinéma japonais de la fin des années 60, des années 70. C'est la même chose, c'est pas beaucoup d'argent, des actrices somptueuses et des réalisateurs qui sont encore plus pervers que nous. On est un individu avec deux corps. Les tâches sont complètement interchangeables et chacun de nous gère les problèmes à gérer en fonction de sa proximité ou de sa disponibilité. Donc il n'y en a pas un qui s'occupe de la technique et un autre des acteurs ou quelque chose comme ça. À l'écriture, on écrit à quatre mains et on échange tout. Moi, le fait que les 15 dernières années, là, on a vraiment travaillé ensemble tout le temps, donc nos influences récentes forcément sont les mêmes parce qu'on était au même endroit au même moment, mais même avant, le fait qu'on ait des goûts communs faisait que ça nous facilitait un peu les choses pour écrire, mais il nous a fallu un certain temps pour trouver une manière d'écrire ensemble, mais à partir du moment où on a commencé à écrire vraiment à quatre mains et qu'on a trouvé cet équilibre, depuis c'est devenu tout à fait automatique. Dans la manière de travailler de la workshop telle qu'elle fonctionnait à l'époque, puisque la compagnie a un peu changé, c'était vraiment un atelier dans le sens où en fait comme Tchè a beaucoup d'idées en même temps, en général à l'époque où vraiment la film workshop tournait à plein, il y avait un projet pour lui en préparation, disons en phase quasiment de pré-tournage. À côté de ça, il y avait toujours 2 ou 3 idées développées pour lui à suivre, plus les projets qui sont tournés par les cinéastes que lui produit, mais à l'intérieur de la film workshop, et éventuellement du développement pour ces gens, pour des projets futurs. Donc en fait, il y a à peu près toujours, à l'époque en tout cas où on a commencé, il y avait entre 12 et 15 projets qui étaient toujours en préparation, en roulement. Donc Tchè enchaîne les réunions avec les gens pendant toute la journée, où il passe d'une histoire à l'autre comme ça. Et donc ça fait qu'il a besoin d'avoir les gens quand même sous la main tout le temps, parce que en fait le travail ne s'arrête jamais. Enfin, on est toujours dans la situation où on doit rendre du matériel pour le lendemain, quoi. Il n'y a jamais de moment où tu as 3-4 jours, même pour développer quelque chose de plus long autour de la même histoire, tu dois remettre le travail où tu en es tous les jours en fin de journée. Il y avait tout un cinéma de la nouvelle vague de Hong Kong qui avait atteint son apogée en fait au début des années 90 jusqu'au milieu des années 90, qui avait émergé dès la fin des années 70, début 80. Donc on avait une décennie de cinéma entier à découvrir, qui était vraiment ce qu'on peut considérer comme l'âge d'or vraiment de Hong Kong. Donc forcément, avec la rétrocession, le moment où Hong Kong est redevenu chinois, la crise économique qui a suivi, qui a touché vraiment très durement Hong Kong, plus ensuite après l'épidémie de SRAS qui a immobilisé le cinéma, ça a fait vraiment une suite
d'événements qui font que, d'une part, fuite des cerveaux, beaucoup de réalisateurs prestigieux et qui étaient impliqués dans la production qui partent aux États-Unis pour tenter leur chance. Après, une arrivée des Américains qui ont repris un peu le contrôle sur le box-office local en rachetant des circuits de salles pour installer des multiplexes. La crise économique qui fait que beaucoup de compagnies ont licencié des gens. Et ensuite, pour couronner le tout, cette épidémie de SRAS qui fait que toute activité dans la ville s'est arrêtée, dont beaucoup de cinémas qui étaient fermés. Et comme l'industrie fonctionne vraiment au jour le jour et en flux tendu, il n'est pas possible que les cinémas soient fermés 2 mois et que l'industrie puisse survivre. Donc en gros, on est passé de l'époque où on est arrivé on était à peu près 180 films par an, à maintenant, je dirais peut-être entre 40 et 50. L'ouverture du marché chinois liée donc à la crise a fait que évidemment les productions hongkongaises ont courtisé les investisseurs chinois pour pouvoir avoir des sorties en Chine, et donc ça veut dire pouvoir passer à la censure chinoise. Et comme c'est quelque chose d'assez, disons, la définition de la censure est parfois assez floue, assez vague, surtout pour des étrangers, puisque les Hongkongais sont des étrangers. Donc ça oblige à vraiment assurer au maximum, plutôt qu'éviter d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que, alors que des cinéastes chinois essaieront de pousser au maximum les limites de la censure, parce qu'ils sont chez eux, et ils ont des choses à dire, et ils savent qu'il y a des choses qui sont interdites, mais ils vont aller voir jusqu'où ils peuvent aller, aussi loin possible pour dire ce qu'ils ont à faire. Les Hongkongais sont dans une autre approche. Ce qu'ils veulent, c'est des investisseurs chinois et qui mettent de l'argent dans leurs films, donc ils jouent la sécurité. Donc ils font des films qui n'ont plus du tout l'originalité ou la témérité des films qu'ils faisaient avant. Et c'est un peu la spécificité justement de Hong Kong. C'est-à-dire qu'à côté, tu avais la Chine où ça a toujours sévi une censure très dure. Et à Hong Kong, voilà, c'était un cinéma libre de divertissement qui alimentait vraiment tout le sud-est de l'Asie. Et justement, un cinéma imprévisible dans ce qu'il raconte, parce qu'il était quand même relativement libre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à cause d'une autocensure des cinéastes, jamais le cinéma de Hong Kong n'a probablement été aussi prude qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'on cherche à sortir les films en Chine populaire, parce que le marché de Hong Kong n'est plus suffisant pour permettre à ces films de survivre. Donc du coup, ça a changé complètement l'image de Hong Kong. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui était beau à Hong Kong, c'était que c'était un cinéma qui était destiné vraiment au public local. Et le marché local, aujourd'hui, ayant énormément diminué, il reste encore des cinéastes qui tiennent à rester des cinéastes de Hong Kong et faire du cinéma pour Hong Kong. C'est le cas vraiment de Johnny To, qui vraiment cherche à continuer à cultiver le marché de Hong Kong et à garder sa liberté et sa spécificité de cinéaste hongkongais. Pour beaucoup d'autres, même s'il y en a qui aimeraient le faire, je pense que ce n'est pas toujours une option, et que l'argent, les investisseurs et le marché, c'est en Chine aujourd'hui que ça se passe. Donc Hong Kong comme plateforme du cinéma de divertissement et une industrie florissante telle que ça a pu être, ça c'est terminé, et c'est terminé certainement pour un bon moment. Avant, un des atouts du cinéma de Hong Kong, c'était des scènes d'action qui étaient absolument hallucinantes, qu'on voyait nulle part, avec des cascadeurs qui faisaient des trucs complètement fous. Et une fois que ça a été connu, tous les directeurs d'action sont partis travailler à l'étranger, et maintenant ça coûte trop cher pour les films de Hong Kong. Donc maintenant on est dans une situation où nous on a vu où les films de Hong Kong ne peuvent pas se payer de l'action à la hongkongaise. Détective D, tu as un très bon film de Hong Kong. Enfin, moi, c'est plus un film pop d'ailleurs. Enfin, typiquement film de Choi, dans le sens où là, en Chine, il y a une censure contre la superstition, qui fait qu'on n'a pas le droit de montrer d'éléments surnaturels à l'intérieur d'un film. Et donc, c'est le sujet en fait de Détective D, donc les gens qui ont des combustions spontanées. Et donc là, est-ce que c'est un effet magique ou est-ce que c'est un crime tout à fait rationnel? En fait, c'est un jeu un peu autour de ça. Finalement, on voit bien que
même si beaucoup de cinéastes de Hong Kong vont aujourd'hui en Chine pour essayer de faire du cinéma, parce que c'est là où il faut être, et jongler avec ces budgets et ces censures-là, bah, le seul qui arrive à la contourner et même à en parler, bah, c'est quand même Choi. Et il le fait en mettant des daims qui parlent et des personnes qui ont 6 bras qui jouent de la sitar, donc c'est quand même assez classe. Il y a des choses évidemment, enfin, le master. C'est pas son chef-d'œuvre, mais ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il a toujours justement cette véhémence, cette dynamique qui fait qu'il parle directement du problème et puis qui s'en manque.小小的痛苦也可以很快乐。